vais vous présenter, je ne vais pas être complètement exhaustif parce qu'il y a énormément d'études aujourd'hui qui concernent l'immunothérapie, un petit peu quel est le pipeline de développement, quelles sont les grandes thématiques dans lesquelles on parle de plus en plus aujourd'hui d'immunothérapie, quels sont les essais en cours et en particulier ceux qui sont en cours en France, dans lesquels on peut inclure les patients français. Pour commencer, juste quelques mots, on ne va pas rentrer très en profondeur dans les détails, mais juste pour comprendre les principes de l'immunothérapie, c'est un principe finalement très simple. Le système immunitaire est la première ligne de défense antitumorale. Et donc ce schéma que vous voyez à l'écran est issu du journal Immunity, il a été publié en 2013, et c'est en fait le cycle immunité-cancer. Donc ça commence en bas, au niveau du numéro 1, la tumeur à l'intérieur de laquelle il y a de multiples mutations relargue dans le micro-environnement tumoral des antigènes qui sont reconnus par les cellules présentatrices d'antigènes et qui sont ensuite présentés au système immunitaire, aux lymphocytes, dans les ganglions périphériques. Les lymphocytes sont activés et retournent par voie sanguine jusque dans la tumeur où, via un certain nombre de récepteurs, ils reconnaissent de nouveau l'antigène tumoral et déclenchent une cascade d'activation qui aboutit à la mort cellulaire. Donc le principe est relativement simple. Ce que vous montre le schéma que je présente ici, c'est que le taux de mutation à l'intérieur des tumeurs des différents types est variable et toutes les tumeurs n'ont pas le même taux de mutation somatique en leur sein. On constate que le cancer de vessie, qui est totalement sur la droite du schéma, c'est les données qui sont issues du TCGA, est un type tumoral qui a un très fort taux de mutation somatique, donc beaucoup d'antigènes tumoraux relargués dans l'environnement. Et donc, ce sont des tumeurs qui, a priori, peuvent déclencher une réponse immunitaire importante. Les seules tumeurs qui sont supérieures à la vessie, ce sont le mélanome et le cancer du poumon, et ce sont actuellement les deux types tumoraux pour lesquels l'immunothérapie a donné les meilleurs résultats. Donc, le cancer de vessie est clairement un excellent candidat. Alors, l'effecteur de cette réponse immunitaire, c'est le lymphocyte TCD8, qui est un petit peu le tueur du système immunitaire. C'est vraiment l'effecteur clé. Pour s'activer et entraîner une cytotoxicité, il faut qu'il reconnaisse les antigènes tumoraux via le complexe majeur d'histocompatibilité, et il faut aussi qu'il y ait des messages coactivateurs via des récepteurs de coactivation. À l'état physiologique, pour éviter l'emballement de la réponse immunitaire et pour éviter l'auto-immunité, il y a des mécanismes régulateurs avec d'autres récepteurs présents à la surface des lymphocytes qui, lorsqu'ils reconnaissent leurs récepteurs parents sur les cellules présentatrices d'antigènes ou sur les cellules tumorales, entraînent au contraire des signaux inhibiteurs qui conduisent à une latence lymphocytaire, à une dormance et à un endormissement du système immunitaire. Et l'objectif de tous les traitements dont on va parler, c'est justement de lutter contre cette dormance et de réactiver l'immunité antitumorale. Les images qu'on voit là sont assez parlantes. La toute petite cellule, c'est un petit lymphocyte T cytotoxique. La grosse cellule, c'est une cellule tumorale. Et lorsque ce lymphocyte est activé, on voit qu'après 15 minutes, la membrane cellulaire est entièrement lysée et qu'après 30 minutes, la cellule tumorale est morte. Ce sont des effecteurs qui sont extrêmement puissants, mais encore faut-il qu'ils soient activés. Alors, il y a beaucoup d'immunothérapies potentielles et celle que tout le monde connaît aujourd'hui et qu'on utilise depuis très longtemps dans le cancer de la vessie, évidemment, c'est le BCG. Le BCG, il agit au tout début en fait, de ce cycle immunité-cancer puisque c'est un antigène. Et donc, ce BCG est reconnu dans la paroi de la vessie par les cellules présentatrices d'antigènes. Il y a une activation du système immunitaire qui est en fait non spécifique, qui est anti-BCG, mais cette activation du système immunitaire dans la paroi vésicale aboutit en parallèle à une réponse antitumorale. Les traitements dont on parle aujourd'hui sont des traitements qui sont beaucoup plus ciblés. Ce sont, on l'a dit un petit peu préalablement, les anti-PD1, les anti-PDL1, les anti-CTLA4, qui sont donc des inhibiteurs de checkpoint, des inhibiteurs de ces récepteurs qui bloquent l'activation lymphocytaire et qui permettent donc de réactiver les lymphocytes à la fois dans la tumeur pour les anti-PDL1 ou les anti-PD1, mais aussi au niveau des ganglions périphériques pour les anti-CTLA4. Quelles sont les études qui sont en cours aux différents stades de la maladie tumorale vésicale? Tout a commencé dans les tumeurs de vessie métastatique. La première étude a été publiée dans Nature en 2014. C'est une étude de phase 1. Cette étude n'était pas spécifiquement focalisée sur les tumeurs de vessie. Il y avait beaucoup de types tumoraux différents qui étaient évalués. Et on a donné un traitement anti-PDL1 qui s'appelle l'atezolizumab à ces patients par voie intraveineuse. Et regardez quel était l'effet. C'était des patients qui étaient métastatiques et qui étaient déjà en deuxième ligne de chimiothérapie, qui progressaient après une première ligne de traitement. Et ce qu'on constate sur le diagramme, c'est qu'on a près de 50% des patients à la première évaluation à 6 semaines qui avaient une maladie
stable ou même une vraie réponse avec une régression, comme on voit sur le scanner, de la maladie tumorale. Ces résultats sont excellents parce que les traitements de seconde ligne dont on dispose aujourd'hui dans le cancer de la vessie avaient des réponses qui étaient extrêmement pauvres. Et donc l'immunothérapie donnait des résultats qui étaient bien meilleurs et parfois extrêmement prolongés. De cet essai de phase 1 a découlé 2 essais de phase 2 qu'on appelle les études IMvigor. On en a parlé beaucoup dans les congrès ces dernières années. Il y a eu d'abord l'étude IMvigor 210 qui comportait 2 cohortes, c'était une phase 2. Des patients qui progressaient après une première ligne de cisplatine métastatique et des patients qui ne pouvaient pas recevoir de cisplatine aussi métastatique. Et dans cette étude, de nouveau, on a observé des résultats extrêmement prolongés avec des très bonnes réponses à l'immunothérapie. En conséquence, on a continué dans cette voie et une étude de phase 3 a été développée, qui est l'étude IMvigor 211, qui est actuellement... les patients sont en suivi, mais le recrutement est terminé, qui concernait les tumeurs de vessie localement avancées ou métastatiques qui progressaient après une chimiothérapie par cisplatine. Les patients étaient randomisés entre une chimiothérapie de deuxième ligne habituelle, c'est-à-dire de la vinflunine, du paclitaxel ou du docétaxel, ou de la tezolizumab. On n'a pas encore les résultats de ce travail, mais les résultats préliminaires sont encourageants et ceci a conduit à l'attribution d'une autorisation temporaire d'utilisation en France, si bien qu'aujourd'hui, les patients français peuvent, en deuxième ligne métastatique, recevoir de la tezolizumab dans le cadre d'une ATU. Alexandra, juste un point, 2 d'ailleurs. La première chose, c'est les réfractaires, les unfit. Donc ceux qui ne peuvent pas recevoir le cisplatine sont manifestement des candidats d'emblée à ce traitement. Est-ce que les critères dans les études sont variables entre la phase 1 et la phase 2 pour décider de qui est fit ou unfit? Parce que là encore, c'est des décisions un peu subjectives. Et on voit quand on discute en RCP, certains de nos oncologues, ils disent « Ah non, 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 il a un débit de filtration glomérulaire qui n'est pas acceptable ». Est-ce que là, c'était vraiment très très bien stratifié dans la méthodologie ou est-ce que là, il y a une vision large de ce qu'on appelle les unfit? Alors, je ne peux pas te répondre dans les détails parce que je n'ai pas lu exactement les critères de sélection. Je crois que le principal, c'est quand même la fonction rénale. Aujourd'hui, les oncologues, même s'il y a quelques variations, sont quand même d'accord sur le fait qu'un patient qui a un DFG inférieur à 60 ne peut pas recevoir de cisplatine. C'est aussi basé sur l'état général du patient. On parle de patients qui sont métastatiques, qui parfois ne peuvent pas recevoir de chimiothérapie. Et l'immunothérapie est un traitement qui est très bien toléré et qui est donc une alternative. Et alors, l'autre point, c'est les ATU, tu l'as dit. Hein. Attention, il y a 2 situations, les ATU nominatives et les ATU de cohorte. Je crois que malheureusement, ce n'est pas les 2 qui sont possibles aujourd'hui, mais que l'une de ces modalités. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics, j'allais dire, dans la négociation sur la mise à disposition de ces molécules, bien sûr, il y a une question de prix derrière. Et donc, certes, il y a une accessibilité via les ATU, mais ce n'est pas non plus l'ATU large au sens où on aurait aimé pouvoir le proposer très rapidement à beaucoup de malades. Aujourd'hui, c'est vraiment patient par patient. Donc, si vous avez un patient qui est candidat, il faut faire la demande pour lui spécifiquement. Exactement. L'étape suivante, eh bien, c'est l'immunothérapie en première ligne métastatique. Et il y a aujourd'hui aussi une étude de phase 3 qui est active. Il n'y a pas de centre en France. On ne peut pas donc inclure de patients français. Il s'agit de tumeurs de vessie localement avancées ou métastatiques qui sont randomisées là en première ligne entre à nouveau de la tezolizumab plus chimiothérapie ou de la tezolizumab seule, ou de la chimiothérapie seule. Il y a donc 3 bras dans cette étude et pour l'instant, on n'a pas de résultats préliminaires pour ce travail. On parle beaucoup de la tezolizumab parce que c'est la première immunothérapie qui a été développée. Cela dit, il y en a beaucoup d'autres et il y a aujourd'hui de multiples études qui sont disponibles. On a une étude avec le nivolumab, à nouveau dans le métastatique avancé, publiée dans le Lancet, une étude avec le durvalumab, une étude avec le pembrolizumab. Ce sont toutes des anti-PD1 ou des anti-PDL1. Et avec tous ces traitements, les résultats sont globalement similaires, des réponses qui sont supérieures aux chimiothérapies de deuxième ligne et qui sont prolongées avec une excellente tolérance. Que retenir pour les tumeurs de vessie métastatiques? Il y a énormément d'essais. C'est la seule circonstance où on a une autorisation temporaire d'utilisation en France. L'AMM est très probablement à venir, bien que je n'ai pas réussi à trouver de date pour cela. On a des taux de réponse qui sont favorables, on a des toxicités qui sont très acceptables et des patients qui répondent durablement. Donc c'est là que le pipeline est le plus avancé. Cela dit, compte tenu des excellents résultats, on développe aujourd'hui ces traitements de plus en plus en amont de la maladie vésicale. Et il y a donc, vous allez voir, un certain nombre d'études chez les tumeurs invasives du muscle non métastatiques. Donc on adjuvant, on continue avec les études IMvigor, elles déclinent au fur et à mesure. Il y a maintenant la 0-10, donc les 3 c'est les métastatiques deuxième ligne, les 2 c'est première ligne, et on descend petit à petit. Là on a l'étude 0-10, c'est une phase 3, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un recrutement actif en France, il y a des centres à Paris, il y a des centres en province.
Les patients sont randomisés entre de la tezolizumab et simplement l'observation en adjuvant après cystectomie radicale. Ce sont des patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie néoadjuvante et qui ont une maladie qui est avancée après cystectomie et qui sont malheureusement inéligibles aux cisplatines, toujours pour des raisons d'état général ou de fonction rénale. On avance encore, un certain nombre d'essais en néoadjuvant. La première est une étude européenne, c'est l'étude PURE-01, c'est une phase 2, principalement italienne, mais je crois que le centre Cochin est ouvert aussi. Il s'agit d'administrer du pembrolizumab, qui est un anti-PD1, en néoadjuvant, avant cystectomie radicale, et là, de nouveau, chez les patients qui sont inéligibles aux cisplatines. C'est des patients qu'on a tendance aujourd'hui à finalement opérer d'emblée sans chimiothérapie, et donc on a aujourd'hui l'option de les inclure dans cet essai. Il y a aussi des essais de néoadjuvant aux États-Unis, et là, c'est pas pour les inéligibles aux cisplatines, c'est en association, toujours du pembrolizumab avec la combinaison gemcitabine cisplatine en néoadjuvant avant cystectomie radicale. On ne parle pas que de traitement périopératoire, on parle aussi d'association de l'immunothérapie avec la radiothérapie. Et il y a un vrai rationnel, puisque j'ai dit que plus le taux de néo-antigènes tumoraux dans l'environnement tumoral était important, plus l'immunothérapie était efficace. La radiothérapie a pour effet une lyse cellulaire qui entraîne un relargage massif d'antigènes tumoraux dans l'environnement. Et il y a quand même un certain nombre de données cliniques qui suggèrent que l'association des deux traitements est plus efficace que chaque traitement seul. Et il y a donc une étude qui n'est pas encore ouverte, mais qui est en train d'être mise en place par le professeur Hennequin, qui est un protocole de radiochimiothérapie en association avec l'immunothérapie, et ce sera un essai du GETUG chez les patients a priori qui ne peuvent pas recevoir une cystectomie ou qui ne le souhaitent pas. Que retenir pour les tumeurs de vessie invasives du muscle non métastatiques? Là, aucune AMM, aucune ATU et pour l'instant pas d'AMM à venir, mais des essais en cours à nouveau dans le monde entier, dont un certain nombre dans les centres français. Et il ne faut pas hésiter à adresser les patients qui sont inéligibles aux cisplatines ou qui ne peuvent pas avoir de cystectomie radicale pour inclusion dans les essais prospectifs. Un point, on n'a jamais eu autant d'essais potentiellement dans la vessie, dans autant d'indications. Et la France ne rate pas le coche ce coup-ci. Donc il y a un certain nombre de sondes qui ouvrent. Et ça, c'est la volonté des Français de faire partie du wagon et d'être dans le train de l'immunothérapie. Donc c'est important parce que depuis des années, on a laissé passer un certain nombre de choses. On connaît actuellement dans la vessie ce qu'on a vu dans le cancer du rein par analogie il y a 10 ou 15 ans, à ceci près que les anti-angiogéniques sont restés cantonnés au stade métastatique et que là, manifestement, c'est rare d'avoir à peine la promulgation des données de phase 3 pour voir qu'on lance des essais sans attendre. Donc on va dans un monde qui va très très vite, mais là, manifestement, c'est en train de se confirmer avec une compétition entre les industriels qui est très importante. Donc je voulais juste faire une remarque par rapport à l'efficacité, parce qu'on est très heureux d'avoir une deuxième ligne. Parce que les deuxièmes lignes actuelles, on ne peut pas en espérer beaucoup. Mais globalement, l'efficacité à long terme, c'est à peu près 5 à 10% des patients et 25% qui répondent. On n'est pas tellement loin de ce que fait le cisplatine en première ligne. Donc on est content d'avoir une sorte de deuxième cisplatine en deuxième ligne, parce qu'on va rajouter des choses. Mais c'est juste pour replacer un petit peu le potentiel qu'on peut espérer. Il y a de l'espoir, mais c'est pas le... Il y a encore du chemin à faire. Il y a aussi un peu de surenchère et on n'a pas encore les résultats des essais pour les tumeurs invasives du muscle non métastatiques, etc. Donc on verra les résultats. Puis ce qu'on voit dans nos pratiques, c'est qu'il y a des gens qui sont susceptibles de recevoir du cisplatine puis qui ne répondent pas. Et donc à terme, je pense qu'on aura des groupes de patients qui vont revoir les immunos, d'autres qui auront la chimio et puis d'autres éventuellement quelque chose d'autre encore. On attend la stratification moléculaire, c'est surtout ça qui nous intéresse. Puis un dernier point, c'est les mutations. Globalement, à partir du stade T1, on a quasiment autant de mutations qu'après. C'est vraiment là, à partir de ce moment-là, que la tumeur devient vraiment multimutée. Donc il y a un sens à remonter encore un peu plus tôt sur des protocoles en association au BCG, par exemple, dans les tumeurs à très haut risque. Ça peut être une piste. C'est l'objet de la troisième partie. Merci pour cette transition. Voilà. Les tumeurs non invasives du muscle, là aussi un certain nombre d'essais et deux circonstances différentes. Il y a des essais chez les patients qui sont réfractaires au BCG et des essais en association avec le BCG. Alors pour les essais réfractaires, j'ai choisi celle-ci puisque à nouveau on a un recrutement actif en France. Il s'agit de l'étude Keynote 057, c'est une phase 2. Pour les patients qui sont réfractaires au BCG, qui sont inéligibles à la cystectomie compte tenu de leur état général ou qui refusent la cystectomie radicale. Pour ces patients, il est proposé l'administration de pembrolizumab, à nouveau un anti-PD1, en intraveineux toutes les 3 semaines pendant 24 mois. Et de nouveau, il y a de multiples essais avec d'autres immunothérapies, notamment aux États-Unis, avec la tezolizumab et le durvalumab, exactement pour les mêmes patients.
En association avec le BCG, actuellement 2 études en cours qui recrutent. Dans les 2 cas, ce sont des essais américains et donc là, ce sont des propositions de traitement combiné chez les patients qui présentent une tumeur de vessie non invasive du muscle à haut risque. On propose l'administration de BCG en association avec du pembrolizumab qui lui est administré en intraveineux. Il y a aussi des essais en cours pareil dans les mêmes circonstances aux États-Unis avec l'atezolizumab. Que retenir pour les TVIM? Là, on est quand même bien moins avancé en termes d'essais cliniques par rapport aux tumeurs de vessie invasives et métastatiques. À nouveau, pas d'AMM, pas d'ATU, et on n'est pas encore proche de cela en France. Mais à nouveau, des essais qui sont en cours dans le monde entier, et notamment l'étude Keynote 057 qui recrute en France. Donc, on peut inclure des patients français dans cette étude. Se pose tout de même la question de la tolérance. On ne sait pas encore. On sait qu'en tout cas que le BCG, avec l'entretien est toxique. Il est possible tout de même que l'association avec les immunothérapies aggravent cette toxicité. Et puis, question de l'administration en intravésicale, puisque aujourd'hui, c'est des patients qui reçoivent à la fois des instillations intravésicales et des injections intraveineuses, ce qui est quand même assez lourd. Oui, tu l'as dit, la logique voudrait, compte tenu de notre passif avec le BCG, de spontanément délivrer ces drogues dans la vessie. Tu l'as souligné, mélanome, poumon et vessie font qu'il y a des impératifs de développement des drogues par voie systémique. Mais dans les débats qu'on a avec les industriels, de ce point de vue-là, et je crois qu'à des stades de recherche fondamentale très préliminaires, je crois que les industriels ont été sensibles à cette alternative potentielle et qu'il y a, des essais de laboratoire qui sont en cours de ce point de vue-là. On ne sait pas si on arrivera au bout, mais c'est déjà aussi une piste qui est étudiée actuellement et qui semblerait pour nous, en tout cas, assez logique. 2 points pour finir. Les études du CCAFU-Vessie, puisque le CCAFU-Vessie se mobilise dans ce contexte pour promouvoir des études d'immunothérapie. Et 2 études sont actuellement dans le pipeline. La première, c'est l'étude Alban, qui est un essai prospectif de phase 3, qui concerne les tumeurs de vessie invasives du muscle à haut risque. Les patients seraient randomisés entre 2 bras, un bras BCG avec entretien au moins 12 mois, et un bras associant BCG plus atezolizumab, à nouveau, corrige-moi si je me trompe Morgane, mais en intraveineux. Exactement. Voilà, donc c'est un premier essai sur lequel on travaille activement. Le deuxième, c'est l'essai Lucie. Pas du tout les mêmes patients. Ce sont des patients qui ont une cystectomie radicale pour une tumeur de vessie invasive du muscle et qui, après cystectomie et chimiothérapie néoadjuvante, présentent une maladie résiduelle importante, T3, T4 et ou avec un envahissement ganglionnaire. Ce sont aujourd'hui des patients pour lesquels on est assez démunis et on propose d'inclure ces patients dans une phase 2 où ils recevraient un traitement combiné par durvalumab et tremelimumab, c'est-à-dire un anti-PDL1 et un anti-CTLA4 en combinaison. Je crois que c'est important ce que souligne Alexandra, c'est que la politique que nous menons au sein du CCAFU-Vessie, c'est compte tenu de notre reconnaissance dans nos réseaux respectifs, une attitude passive de se voir proposer des protocoles tels qu'évoqués précédemment et d'essayer de devenir centre investigateur et centre inclueur dans ces protocoles. Et puis surtout, une attitude proactive qui est de prendre le leadership sur au moins 2 protocoles. Évidemment, on ne va peut-être pas révolutionner le champ de la recherche, mais vis-à-vis de la France et vis-à-vis de nos discussions avec les collègues oncologues, c'est très important que les urologues, soient présents sur ce domaine parce que là, on touche, et notamment dans les tumeurs de la vessie, à un champ vraiment restreint et à un domaine réservé de l'urologie. Et donc, il faut qu'on soit présent. Pour finir, un tout petit mot de la prédiction de la réponse, parce que c'est la première image qu'on voit en haut à gauche. Tous les patients ne répondent pas à l'immunothérapie, comme l'a signalé Stéphane. Alors, à la première évaluation, tout de même, dans la première étude Princeps, c'était quand même 50% de malades qui étaient stabilisés ou répondeurs. Et on constate, ce sont les couleurs des barres de l'histogramme, que plus les patients expriment en immunohistochimie PDL1 dans la tumeur, ce sont les barres en vert, plus on a de patients répondeurs. Cela dit, on constate, quand on regarde un petit peu dans le détail, qu'on a des patients rouges, c'est-à-dire qui n'expriment pas, qui répondent, et on a aussi un certain nombre de patients verts qui expriment fortement et qui ne répondent absolument pas. Donc l'immunohistochimie, même si c'est un marqueur, clairement n'est pas un marqueur optimal. Et il y a notamment dans le mélanome et dans le cancer du poumon beaucoup d'études qui sont faites pour identifier des biomarqueurs prédictifs et sélectionner mieux les patients pour le traitement. Les 3 d'ailleurs schémas qui sont présentés là sont issus du cancer du poumon et du mélanome. Les options pour identifier mieux les patients seraient la mesure de la charge mutationnelle. C'est l'histogramme qu'on voit en bas à gauche. En vert, ce sont les patients qui ont bien répondu à une immunothérapie dans le cancer du poumon. Et en rouge, ce sont les patients qui répondent mal. Et on voit que plus la charge mutationnelle est importante, meilleure est la
réponse. C'est quelque chose qu'on peut mesurer aussi dans les tumeurs de vessie et qui peut permettre d'identifier les patients. C'est exactement la même chose pour les néo-antigènes. J'ai dit que les antigènes tumoraux étaient relargués dans l'environnement. On peut mesurer cela avec des signatures de néo-antigènes. Et plus ces antigènes tumoraux sont présents, plus la réponse à l'immunothérapie semble être bonne. Et puis une autre piste qui est très intéressante, pas tant pour la vessie, mais surtout pour la voie excrétrice supérieure, c'est l'identification des instabilités microsatellites, des déficiences du système MMR, qui est le système de réparation de l'ADN. On sait qu'il y a environ 15% de patients qui ont des instabilités microsatellites dans les tumeurs de la voie excrétrice supérieure. Et on voit sur ce schéma que ces patients qui présentent des déficiences du système MMR semblent avoir une bien meilleure réponse à l'immunothérapie, probablement aussi parce qu'il y a plus de mutations somatiques dans ces tumeurs et donc plus d'antigènes tumoraux dans l'environnement tumoral. Merci, je crois que c'était très clair et la notion de signature moléculaire est vraiment importante. On l'évoque de plus en plus, mais il n'est pas exclu que ça passe de la paillasse à la pratique clinique très très rapidement. Et tout cela a un coût et l'exploitation de plateformes d'exploration. Mais je crois que ça fera partie de notre quotidien dans les années à venir. Trois remerciements pour conclure ce module. Le premier, évidemment, aux orateurs, Alexandra, Evangelos et Stéphane, pour avoir préparé ces diaporamas très clairs. Le deuxième, à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qui sont les collègues de ville comme à l'hôpital, membres de l'AFU, les jeunes de l'AFUF et les francophones. Je sais que beaucoup de collègues nous regardent au Benelux, en Suisse ou au Maghreb. Donc merci pour votre suivi assidu du CCAFU Online. N'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques, vos thèmes par email, parce qu'on pourra moduler les prochaines sessions en fonction de vos retours. Le troisième, c'est le soutien institutionnel du laboratoire Janssen qui nous laisse une grande liberté éditoriale dans nos choix de thématiques. Et donc, c'est très important de le souligner. Avant de passer la parole à Arnaud Méjean, président du comité de pilotage du CCAFU, pour cet éco-message.